En 2007, j'ai atterri à Bukavu, dans la République démocratique du Congo. J'ai entendu des histoires qui sont entrées dans mon corps. J'ai entendu parler d'une petite fille qui urinait sur elle sans arrêt parce que des hommes énormes s'étaient enfoncés dans son corps. J'ai entendu parler d'une vieille femme de 80 ans dont les jambes avaient été brisées, désarticulées, quand les soldats les avaient fait passer au-dessus de sa tête et l'avaient violée. Il y avait des milliers de récits de ce genre qui ont saturé mes cellules et mes nerfs. J'ai perdu le sommeil. Toutes ces histoires se sont mises à saigner ensemble. Le viol de la terre, le pillage des minerais, la destruction des vagins. Ces faits n'étaient pas séparés les uns des autres, ni séparés de moi. En République démocratique du Congo, la guerre a fait rage pendant environ 13 ans. Près de 8 millions de personnes ont trouvé la mort. Des centaines de milliers de femmes ont été violées et torturées. C'est une guerre économique pour accaparer des ressources qui appartiennent aux Congolais, mais que le monde entier vient piller. Les milices locales et étrangères venues de Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda pénètrent dans les villages et tuent. Ils violent les femmes devant les maris. Ils forcent les maris et les fils à violer leurs filles et leurs sœurs. Ils couvrent de honte et détruisent les familles, s'emparent des villages et des mines. C'est une république démocratique du Congo qu'on trouve en abondance. Des gisements de minerais, étain, cuivre, or, coltan, utilisés pour nos iPhones, nos consoles de jeux et nos ordinateurs. Bien sûr, avant d'arriver en République du Congo, j'avais déjà été témoin de l'épidémie de violence contre les femmes qui s'abattait sur la planète tel un fléau. Mais c'est là que j'ai assisté à la fin du corps, à la fin de l'humanité, à la fin du monde. Le fémicide, les viols systématiques, la torture, la destruction de femmes et de filles y ont été employés comme une tactique militaro-industrielle pour s'assurer des ressources minières. Des milliers et des milliers de femmes se sont retrouvées non seulement exilées de leur corps, mais ce corps, les fonctions et le futur de ce corps ont été rendus obsolètes, utérus et vagins détruits à vie. C'est un peu compliqué. Il y eut un bruit de pas. Et j'ai eu l'impression que ma mère se rapprochait de mon père. Il se mit à parler d'une voix plus douce. Je te le répète, quand il examine les filles indiennes, il fait certaines choses. Certaines choses, je suis persuadé qu'il fait des choses en question à tous ses patients. Le ton sur lequel il répondait irrita ma mère. Elle recommençait à parler aussi fort qu'avant. Chaque mot qu'il prononçait semblait lui coûter et en même temps, il paraissait absolument déterminé. Quelle chose, je vais te le dire. Ton frère oblige ses patientes, en tout cas certaines d'entre elles, à se déshabiller complètement et à prendre des postures indécentes. Il les fait s'accroupir et se relever vivement sous son regard. Il leur caresse les seins. Mais écoute-moi, nom d'un chien, tu m'as posé une question, eh bien tu sauras tout. Il introduit des choses dans les filles, oui, à l'intérieur, là, ces instruments, ces doigts, je pense même que ton frère a mis son pénis dans une de ses filles. Wesley, ton frère, viole ces femmes, ces jeunes filles, ces jeunes indiennes. Il a offert ses services à la réserve, à l'école du bureau des affaires indiennes, au lycée pour les visites médicales. Il dispose de ces filles comme il l'entend. Il fait ce qu'il a envie de faire. J'aurais aimé me lever pour les voir. J'attendais à ce que mon père explose, qu'il prenne la défense de son frère, qu'il condamne son appel mari et ses mensonges. Au lieu de ça, il dit « Mais pourquoi me parles-tu de ces choses ?» Comment pourquoi? Mais oui, pourquoi? Est-ce que tu m'en parles parce que je suis le frère de Franck? Parce que je suis ton mari? Parce que j'emploie Marie?
et quelques secondes après, ou encore parce que je suis le shérif du coin. Je te mets au courant, Wes, je t'informe, tout simplement. Pourquoi? Quel est l'homme en toi qui ne veut pas entendre ces choses? J'espère, dit mon père, j'espère que tu t'es pas adressé au shérif. Merci pour ce texte. Merci beaucoup et bienvenue à tous. On est très heureux de vous accueillir au 4e Salon des livres et l'alerte. On est touché aussi de vous voir aussi nombreux pour parler d'un sujet essentiel que sont les violences sexuelles et la libération de la parole. Ce soir, nous avons donc l'honneur de recevoir des personnes qui ont lancé l'alerte, qui témoignent, qui sont un peu les chevilles ouvrières aussi de cette libération de la parole et dans différents domaines. Ça fait 2-3 ans, vous vous en rendez compte aussi, beaucoup d'affaires sont révélées en cascade, que ce soit dans l'Église, dans la politique, dans le cercle familial ou dans le milieu du cinéma. Donc ce soir, je vous propose un débat avec nos invités que je vais vous présenter pour essayer de comprendre comment la parole se libérait dans tous ces pans de la société. Vous serez bien sûr invités à intervenir, à poser vos questions. On est là pour vous répondre. Alors, à ma gauche, je vous présente Alexandre Dussault-Ezez, cofondateur de La Parole Libérée, qui a permis de révéler l'affaire du père Prénat à Lyon et qui est en attente du procès de Monseigneur Barbarin, le cardinal archevêque de Lyon, qui est accusé de non-dénonciation. Au milieu, Isabelle Attard, députée d'Europe Écologie, ancienne députée d'Europe Écologie Les Verts, qui est une des plaignantes dans l'affaire Denis Baupin, une affaire d'harcèlement sexuel qui a été révélée donc sur Mediapart et France Inter en 2016. Et puis Andrea Bescon, qui est comédienne et réalisatrice du film poignant que je vous invite à aller voir, Les Chatouilles, actuellement à l'affiche. Donc je vous propose qu'on commence d'ailleurs par cette actualité. Donc ce film est en pleine promotion. On est ravis que vous soyez là, que vous ayez pu prendre une pause pour venir parler de cette histoire, de votre histoire. Donc quand vous étiez enfant, vous avez subi des viols de la part d'un ami de la famille et vous en avez fait une pièce de théâtre et votre premier long métrage. En quoi ce film, Les Chatouilles, peut être un outil pour lancer l'alerte, d'après vous? Bonsoir. En fait, je ne sais pas s'il peut être une alerte, je ne sais pas... Moi, j'ai fait ce spectacle et ce film. D'ailleurs, on est deux. En fait, il y a Éric Métayer aussi, qui est mon co-réal et mon metteur en scène et tout. Et en fait, on est deux et on est un peu en fusion. De toute façon, on n'avait pas le choix. C'était cette histoire qu'il fallait qu'il s'écrive. Après, on lance l'alerte que si les gens s'en emparent. En fait, nous, on lance l'alerte que si les gens ont du courage. Si les gens se confrontent à des articles, si les gens soutiennent des plaintes, si les gens achètent un livre, si les gens vont au cinéma, si les gens vont voir un spectacle, ça c'est une alerte. Maintenant, si les gens restent chez eux, il n'y a aucune alerte, en fait. Nous, on peut toujours parler dans le vide. Hein. On peut toujours parler, et ça peut ne jamais être relevé. En fait, il y a plein de gens qui parlent. C'est vrai que vous dites des chevilles ouvrières, on en fait partie, il y en a plein. Il y a plein de gens en fait qui parlent et très peu de choses sont relevées finalement. Donc aujourd'hui, oui, je crois que c'est vraiment la société civile de s'emparer des choses. Donc c'est bien, vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous vous sentez concernés. C'est plutôt chouette. Mais voilà, je crois que ouais, nous en tout cas, on parle et maintenant, on verra. Et briser l'omerta, on s'en rend compte, ça se passe de plus en plus. En ce moment, il y a comme un tournant dans la prise de conscience dans la société civile. Et ça passe par de la culture populaire, par des films aussi. Vous, quelle était votre intention en faisant ce film? Est-ce que c'était votre combat personnel ou est-ce que c'est une volonté aussi de secouer la société sur ce sujet? À la base, j'ai écrit Les Chatouilles parce que j'allais pas très bien et qu'il fallait que ça sorte de cette manière-là parce que c'est ma manière de m'exprimer. Et puis, en fait, je vais vous dire très honnêtement aujourd'hui. Aujourd'hui, je me protège. Aujourd'hui, je ne veux pas dire que je fais ça à but social, pour secouer les choses ou pour... non, puisque j'ai vraiment pas envie d'être déçue. Donc, je l'ai donné et j'attends. Moi, j'attends. J'ai vu ce qui se passait au niveau politique. J'ai vu que c'était très difficile de faire bouger les choses. On est nombreux à avoir œuvré longuement.
la nouvelle loi sur la violence sexuelle et sexiste a été plutôt décevante en termes de pédocriminalité. Donc bon, moi je me protège. Voilà. On aura l'occasion justement de reparler au niveau de la loi, de ce qui a évolué dernièrement et de vos attentes. J'ai envie de parler d'un autre film aussi qui va bientôt sortir, concernant l'histoire d'Alexandre. François Ozon a tourné en secret pendant 1 an une sorte de biopic sur la parole libérée. Le film, vous l'avez vu en avant-première il y a quelques jours, il sortira en début d'année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce film ? Oui, alors ce film s'appelle Grâce à Dieu, et c'est vrai que c'est l'histoire de notre association qui est à la fois maintenant assez connue. Notre aventure a démarré en 2014 en fait, où moi-même ayant été victime à l'âge de 8 ans d'un prêtre pédocriminel, j'ai commencé à faire une enquête. Et un peu comme dans beaucoup d'histoires, je me suis rendu compte que je n'étais pas seul, et en plus que tout se savait, c'est-à-dire que beaucoup de gens savaient, et on a décidé avec d'autres victimes de lancer une association à la fois pour alerter et mettre en face l'institution face à ses responsabilités, et surtout combattre la culture du silence sur les violences sexuelles, qui est quand même un fléau. Les violences sexuelles sont déjà un fléau sociétal dans le monde entier, puisque maintenant on travaille avec de nombreuses associations à l'étranger, mais la culture de silence, l'omerta autour de ces crimes est encore plus compliquée et à mon avis plus répréhensible. Alors tout se savait, c'est ce qu'on a essayé de démontrer dans une enquête pour me présenter un petit peu aussi. Donc je suis journaliste et pour Mediapart, et on a démontré ce mode opératoire dans l'Église pour cacher le silence. Alexandre, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette mécanique en fait du silence pour cacher, étouffer des affaires ? Alors c'est vrai qu'il y a une mécanique qui est assez globale dans l'ensemble des institutions, c'est-à-dire que alors nous on est effectivement en tant que victime dans l'institution catholique, on a pu étudier les rouages automatiques, on va dire, de l'institution qui voulait à chaque fois se protéger et protéger les prêtres ou les clercs qui étaient des pédocriminels, soit en les déplaçant, soit en faisant pression sur les victimes, ou soit en les mettant, on va dire, à l'ombre quelques mois, le temps que ça se dissipe. Avec des congés sabbatiques, des envois en mission d'études, il y avait toute une panoplie à disposition de l'Église catholique aussi pour éloigner ces prêtres prédateurs sans les dénoncer à la justice. Exactement. Et là, on n'est plus dans la culture de l'individu, mais vraiment d'une institution. Alors, l'institution peut être sportive, n'importe quelle religion, la famille peut être considérée comme institution, ou là, vous n'avez plus la notion de victime et la notion de justice, mais juste la notion de protection de l'institution, où il y a une omerta complètement organisée pour finalement annihiler la victime dans ce qu'elle a subi. Et certains évêques, ces dernières années, ont donc été accusés de non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs. C'est le cas de Monseigneur Barbarin. Vous êtes en attente de son procès qui aura lieu en janvier, qui va se dérouler pendant 3 jours. Comment, au bout de 3 ans de combat, vous appréhendez cette procédure ? Alors c'est une procédure qui est assez technique, puisque l'un de nos combats n'était pas sur le fait que le père Prénat était coupable, puisqu'il avait avéré tous les faits qui étaient démontrés, puisque je rappelle, alors je ne veux pas revenir sur toute l'histoire, mais on a dénombré dans notre association pour un seul prêtre plus de 70 victimes, généralement entre 8 et 12 ans. Mais notre combat, c'était vraiment sur cette culture du silence. Et ce que nous reprochons, ce sur quoi nous voulons nous battre, c'était ce qu'on appelle le délit de non-dénonciation, qui a une prescription très très courte. Et donc la loi française est faite de telle manière que si vous savez que votre petite nièce, si vous savez que votre petit voisin ou votre petite voisine est agressé sexuellement, finalement ne rien dire, en fait vous risquez pas grand-chose, parce que la prescription est très courte, et plus le temps passe, plus finalement vous êtes protégé dans votre silence, et vous pouvez laisser effectivement d'autres victimes à l'écart. Et c'est un compte à rebours aussi pour les victimes. On va en reparler ensuite, parce que ça a des points un peu techniques aussi. Isabelle Attard, vous, cette omerta sur les délits sexuels, les agressions sexuelles, vous y avez été confrontée en politique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez lutté contre cette omerta ? Comment vous luttez encore contre cette omerta ?
Alors c'est un petit peu délicat et je vais peut-être surveiller un peu mes mots puisque actuellement, donc je suis accusée avec d'autres de diffamation sur Denis Baupin. Donc c'est moi l'accusé et c'est nous les accusés et non les victimes. Et le procès aura lieu en février. Donc, comme l'habitude de Denis Baupin est de porter plainte contre tout le monde, il ne faudrait quand même pas qu'on en rajoute une couche aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est, je crois qu'en politique, il y a le même silence, il y a le très pesant que ce que vient de dire Alexandre, comme je pense dans pas mal de milieux, sauf que j'ai même pas l'impression qu'on déplace les harceleurs ou les agresseurs. Ils sont plutôt protégés et entourés, comme si fallait simplement que ça se sache pas. Et alors qu'en fait, ça se sait toujours. Enfin, il y a toujours des gens forcément au courant. Mais ces gens au courant, soit n'osent pas parler parce que ces personnes ont peur pour leur vie personnelle, ont peur pour leur carrière, parce qu'elles dépendent d'un salaire politique, enfin, pour vivre. Et donc tout ça, ce sont finalement des obstacles à la libération de la parole à l'intérieur des partis politiques. Et puis il y a aussi des partis qui sont dans un déni absolu. C'est-à-dire, j'ai entendu l'année dernière, Nathalie Arthaud me dire mais chez nous, ça n'existe pas. Et peut-être, avec un gros peut-être. Et tant mieux pour elle, mais en fait, je suis loin d'être convaincue, puisque c'est quelque chose qui, le harcèlement, alors il y a les différentes graduations, hein, le sexisme, c'est on va dire la violence verbale contre les femmes tous les jours. Après, vous avez le harcèlement et puis l'agression. Et en plus, souvent tendance à régresser d'un cran à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, quand une femme se fait agresser, que ce soit en politique ou ailleurs, elle va considérer qu'elle s'est fait harceler. Quand elle se fait harceler, elle va considérer que c'est de la drague lourde. Et on ne met plus les bons mots sur les actes. Et c'est ça que je trouve extrêmement grave. C'est-à-dire qu'une main aux fesses, c'est une agression sexuelle. Je suis désolée, c'est pas de la drague et c'est pas du harcèlement. Et je pense qu'il y a déjà une prise de conscience à avoir au niveau du vocabulaire et du lexique, tout à fait. Et c'est Marilyn Baldec de la VFT qui en parle le mieux, je trouve. Et puis après... en tout cas, je pense que le plus dur, c'est le silence et l'omerta à l'intérieur des partis, et je crois dans tous les milieux, mais je pense que là, vous pourrez nous confirmer ou pas ce qu'on est en train de dire. Dans l'actualité, on a entendu parler de l'affaire Georges Tron, de l'affaire donc de Denis Baupin. Est-ce que vous avez l'impression que les choses ont évolué grâce à vos révélations ces dernières années, depuis 2016 ? Je sais pas, je n'en sais rien. C'est-à-dire que ce n'est pas le résultat du procès Tron qui va me rassurer. Et au-delà du procès de Georges Tron et de la décision de l'acquittement, j'ai été profondément blessée dans ma chair par les propos de l'avocat, qui était d'une violence sans nom contre finalement tout ce qu'on est en train de faire depuis des années, contre cette libération de la parole. On exagère et on fabule, donc finalement, c'est pas la peine de nous écouter. Ça revient à dire ça, et ça revient finalement à valider socialement un tel discours, donc c'est extrêmement puissant. Donc je ne sais pas si ça évolue. Je sais qu'il y a plus de femmes parlent. Plus de femmes vont dans des gendarmeries, plus de femmes vont dans des associations, essayer de trouver de l'aide, ça c'est sûr. Maintenant, je ne sais toujours pas si dans les gendarmeries ou dans les commissariats, leur parole va être respectée, si on va les prendre comme ça au débeauté à l'accueil en parlant tout fort devant tout le monde de leurs histoires, ou est-ce qu'on va les prendre séparément dans un lieu où on va respecter le huis clos et la vie privée. Est-ce qu'on forme les gendarmes et les agents de police à recueillir des témoignages de ce genre? Je ne sais pas, j'ai un gros doute. Peut-être, j'espère, voilà. Il y a toute la difficulté d'aller
enclencher une procédure d'accusé, puis cette épée de Damoclès qui est donc la diffamation. Alexandre Ezez, on en a régulièrement discuté. Vous êtes beaucoup posé cette question, notamment avec l'association La Parole Libérée, puisque vous avez reçu énormément de témoignages d'agressions sur d'autres prêtres. Et il a fallu gérer tout ça. Alors il a fallu effectivement gérer tout ça. Alors on est dans un salon de lanceurs d'alerte. Lancer des alertes, il faut à la fois être un peu... faut être, je ne sais pas forcément s'il faut être courageux. Je pense qu'il faut à un moment être assez naïf et justement pas voir forcément les conséquences qui peuvent être mises en place. Ce qui est certain, c'est quand on a lancé au niveau national, parce que nous, effectivement, on a voulu à la fois médiatiser et attirer effectivement à la fois de nouvelles victimes du prêtre qui nous avait violentés sexuellement quand nous étions petits, mais au fur et à mesure, effectivement, on recevait des mails et des mails de personnes de tout âge, et notamment des personnes âgées qui, pour la première fois, parlaient de leur agression. Et ce qui était incroyable et ce qui était assez violent pour nous, c'était effectivement l'impact que ça avait eu. On le savait pour nous, mais l'impact que ça avait eu sur la plupart de ces personnes. Et ce qui est important, je pense que effectivement, c'est... Andrea le disait tout à l'heure, on est peut-être des lanceurs d'alerte, mais si après il n'y a pas une prise de conscience de la masse, on ne sait pas si nos procès vont réussir, on ne sait pas, etc. Mais en fait, il faut qu'à un moment, ça roule sans nous et qu'il y ait un mouvement qui se crée. Et je pense que lancer une alerte, effectivement, c'est une chose, mais après, qu'elle fasse effectivement boule de neige pour une réelle prise de conscience, ça, c'est à mon avis le plus important. Andrea, vous aussi, vous avez connu donc un procès, c'était en 2006. Vous avez osé franchir la porte d'un commissariat et puis porter plainte. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous pouvez nous parler un peu de ce procès? Déjà, j'ai porté plainte parce que j'ai su que cet agresseur devenait grand-père de petites filles. Alors lui, c'est un violeur de petites filles. Il y a des violeurs de petits garçons, violeurs de petites filles et violeurs mixtes. Lui, c'était les petites filles, il avait 3 gars. Alors jusque-là, j'avais bizarrement la conscience tranquille. C'est très bizarre dans notre tête de personnes agressées. Et j'ai su qu'il devenait grand-père de ces petites filles. Donc en fait, j'ai porté plainte, mais comme moi, j'étais pas prête, j'étais bousillée de l'intérieur, je savais pas du tout où j'allais. J'ai porté plainte comme une espèce d'acte citoyen, en me disant, faut que je les protège parce que de toute façon, forcément, il va les violer. Donc je l'ai fait comme ça. Alors j'ai eu de la chance, je suis tombée sur des gens qui m'ont écoutée dans un commissariat où et les gendarmes étaient plutôt bienveillants, on s'est isolés, tout ça. Alors ce que vous soulignez, c'est pas forcément le cas en fait. C'est vrai qu'il y a vraiment un gros défaut de formation sur les écoutants et vraiment je ne le mets pas, c'est pas de leur faute, il faut vraiment qu'on aide ces personnes-là à être formées sur l'écoute des violences sexuelles, soit sur mineurs ou sur majeurs. Et donc, non, voilà, j'ai porté plainte parce que j'avais pas vraiment le choix dans ma tête. Enfin, j'étais pas prête, mais j'avais pas le choix. Et ça a mis 2 ans. Donc, j'ai un peu ouvert une boîte de Pandore parce qu'il y avait plein d'autres victimes aussi. Sauf que les gendarmes, quand je suis allée les voir, en fait, ils m'ont dit, bah oui, on sait. Cet homme-là est connu pour ce genre de faits. Sauf que les faits dont il était accusé étaient prescrits. Donc forcément, elle n'avait pas eu grand-chose qu'une espèce de suivi psychologique à 2 balles. Voilà. Et donc heureusement, mon cas générait une enquête et l'a amené en cour d'assises. Et il a été en prison à l'issue de ce procès. Mais d'ailleurs dès le début, puisqu'il a admis les faits en garde à vue. Donc du coup, il a fait de la préventive, c'est ça ? Donc voilà, mais moi oui, sur le coup ça m'a pas du tout aidé parce que, encore une fois, je vous disais, j'étais pas prête psychologiquement. C'est plus tard que j'ai entamé un processus de reconstruction psychologique. Moi j'étais encore dans tous les comportements à risque qui découlent. J'ai vachement souffert de ça en fait. J'ai sombré dans les addictions, alcool, drogue, ultrasexe, fuite en avant totale. J'avais pas de maison, pas de lien, j'étais pas ancrée avec moi-même, je sais pas. Donc j'ai mis très longtemps à me sortir de tout ça et longtemps après le procès. Alors que je pensais que finalement c'était ok, c'est bon, il y avait eu un procès, donc je devais aller mieux. Il était allé en prison, on me disait mais il est allé en prison.
pourquoi tu vas mal? Mais en fait, le problème, il est ailleurs, quoi. Donc après, j'ai pris le temps de comprendre tout ça et d'étudier aussi tout ça, parce que ça s'étudie finalement, toutes ces conséquences. Et puis après, d'être écouté, d'être aimé, ça m'a reconstruit petit à petit. Mais aujourd'hui, oui, aujourd'hui, vraiment, d'avoir attaqué cet homme-là en justice, être allé en cour d'assises, qu'il soit condamné, avoir protégé d'autres enfants, oui, aujourd'hui, ça m'enrobe de fierté et ouais, je suis fière de l'avoir fait. Vraiment. Cette notion de protection, je pense que c'est un peu le fil rouge entre vous tous. Isabelle Attard, je vous voyais acquiescer. Avant qu'on entre dans le débat, vous me disiez que c'était un cri du cœur aussi. Et je vous ai lu dans des articles, vous disiez que vous voulez combattre les nuisibles, ceux qui sont toujours en place et que l'Omerta protège quelque part. Ouais, c'était exactement la même chose. En fait, c'était pas pour moi, puisque moi je me considérais comme sauvée, enfin, comme une histoire terminée. J'étais plus harcelée. Mais je l'avais quand même en moi, le fait que cet homme-là était toujours au contact de collaboratrices politiques, d'attachés parlementaires ou de femmes, quelles qu'elles soient, qui pouvaient être finalement ses victimes. Et c'était comme un SOS ou une bouteille à la mer de dire il faut que je fasse quelque chose juste pour que ça s'arrête, pour qu'il ne soit plus hors d'état de nuire, quoi. Et finalement, c'est pas pour soi, puisqu'on sait que finalement, avec cet homme-là, va plus s'attaquer à vous, etc. Mais tant que vous avez en tête, comme par rapport à ces petites filles, mais tant que vous avez en tête l'idée, l'image que cette personne va continuer inlassablement à trouver d'autres victimes et que c'est le cercle vicieux qui ne s'arrêtera jamais, il y a bien un moment où on se dit, il n'y a pas 36 trucs à faire, quoi. C'est d'aller. Enfin, moi, j'ai trouvé je l'ai dit à Mediapart, parce que je ne sais pas si vous imaginez une scène, on est en train de parler politique, et puis à la fin, juste avant de se lever, je dis, et pour Beaupin, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? Parce que je savais que d'un point de vue juridique, je ne pouvais rien faire parce que c'était prescrit et que je n'avais pas assez d'éléments. Et je comptais sur eux finalement pour mener l'enquête. C'est ce qui s'est passé parce qu'ils l'avaient en fait commencé bien avant. Et voilà, c'était juste pour empêcher de nuire, quoi. Alexandre, vous, ça a été le même élément déclencheur, c'était de protéger, puisque le père Prénat était toujours en poste, malgré des décennies d'alerte de la part des familles. Voilà, c'est quand je me suis rendu compte par hasard que le père Prénat était encore en présence d'enfants et qui s'en occupaient dans des colonies de vacances, à la pastorale, etc. Et en fait, le point commun de tous ces, en tout cas sur les violences sexuelles, de tous ces lanceurs d'alerte, et je pense que bien plus loin, c'est sur tous les lanceurs d'alerte, c'est qu'il y a le principe de décentrage, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans notre histoire, mais dans l'histoire d'autres personnes. Pour mon cas, comme pour Andrea, en fait, d'une certaine manière, c'était une évidence, puisque moi j'entendais la nuit, non pas les cris d'enfants de mes cris à moi, mais d'enfants qui pouvaient potentiellement être victimes demain. Et c'était assez rapide, puisque tous les matins, je me disais, si ça se trouve, demain ou aujourd'hui, ce matin, il y a eu encore une victime et je n'ai rien fait. Et donc, c'est un peu, on est dans une obligation de le faire. Alors évidemment, beaucoup de gens ne le font pas. Ou quand vous pensez être victime de violences sexuelles, notamment, nous, on a rencontré énormément de victimes. On a eu près de 700 000 témoignages par mail depuis quelques années. Chaque victime se pense seule. Donc, quand elle se pense seule, elle ne veut pas agir parce que finalement elle agit pour elle n'a pas les moyens, etc. Nous, toutes les affaires que nous avons eues à la Parole libérée, puisqu'on a eu d'autres affaires, notamment grâce à vous dans les enquêtes que vous avez faites, à chaque fois, effectivement, il y avait une espèce de puissance quand deux victimes se rencontraient parce qu'elles n'étaient plus seules, et là, elles pouvaient agir. Et on est à peu près, on est dans beaucoup... Et voilà, Flavie Flament, qu'on connaît bien, finalement, cette force, elle l'a trouvée dans le fait qu'elle n'était plus seule et qu'enfin, elle avait une puissance pour pouvoir combattre.
C'est vrai qu'en termes d'investigation journalistique, nous aussi, on est souvent confrontés à ce problème lorsqu'on n'a qu'un seul témoignage et qu'en face, on n'a pas les documents qui prouvent les déplacements du prêtre, quand on n'a pas les aveux du prêtre en ce qui concerne l'Église, ou quand on ne peut pas prouver. Et c'est souvent la deuxième victime qui permet de déclencher et de recouper les informations. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler aussi. D'ailleurs, avec La Parole libérée, vous aviez lancé un outil, Match, pour permettre aux personnes de se retrouver. On avait lancé un outil assez directement. Alors, je remercie effectivement tous les réseaux sociaux et puis Internet, etc., qui a quand même changé la donne. Et on avait lancé un outil Match qui permettait aux gens de s'inscrire et de mettre l'année et le nom de leur agresseur. Alors effectivement, c'était contrôlé par une avocate. Et quand vous aviez 2 personnes ou 3 personnes qui se retrouvaient dans la base avec le même agresseur, effectivement, ils avaient la possibilité de se contacter pour pouvoir agir en justice en pleine liberté. C'est eux qui choisissaient. Parce qu'on s'est quand même rendu compte, dans la plupart du temps, on est à peu près dans les mêmes histoires, qu'un prédateur sexuel ne fait pas qu'une victime. Et qu'en fait, l'omerta, on parlait des institutions, protège, effectivement, l'institution se protège, mais aussi protège ces criminels pour continuer, en plus, avec plus de pouvoir, parce que quand ils se font prendre, effectivement, on leur permet, par ce silence, de recommencer. Et c'était vraiment ce combat d'empêcher, effectivement, des pédocriminels de continuer à agir en les mettant en face de leurs victimes. Et allez-y. Je voulais dire quelque chose pour rebondir justement sur le fait de déplacer des agresseurs dans ce qu'Alessandre disait tout à l'heure. En fait, je voudrais juste témoigner de ce qui se passe à l'Assemblée et de certainement ce qui se passe encore aujourd'hui à l'Assemblée, parce que je ne suis pas persuadée qu'en 2 ans, il y ait beaucoup de choses qui aient évolué. Mais ce qui m'avait profondément choquée, c'est que lorsque une collaboratrice ou un collaborateur dénonçait un agresseur ou un harceleur qui était député, c'est la victime qui était déplacée. Et elle était exfiltrée, c'est exactement ce mot-là qu'on peut utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, quand cette personne allait voir le déontologue de l'Assemblée ou une personne référente, on lui conseillait de changer de boulot, de se mettre en arrêt maladie longue durée, en congé, ou de partir. Alors qu'en fait, et donc vous imaginez un peu le tableau, vous avez des agresseurs connus qui continuent inlassablement et qui ne sont même pas bougés, quoi. C'est une agression en soi de savoir que c'est vous qui êtes victime et c'est vous qui êtes obligé forcément de partir. Et méthode vraiment appliquée à chaque instant, quoi. Il y a une autre difficulté, j'aimerais qu'on y vienne à présent, pour les victimes, qui est ce compte à rebours de la prescription des faits qui empêche des personnes, au bout d'un certain nombre d'années, de pouvoir porter plainte. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, en commençant peut-être, par Andrea. Vous, votre cas n'était pas prescrit, mais vous en avez fait un cheval de bataille aussi. Oui. De toute façon, il y aurait plein d'amendements à ajouter aux lois contre les violences sexuelles. On en a un bon paquet, un bon listing, mais bon, là, pour l'instant. Ils ont allongé les délais de prescription de 10 ans. On est déjà sur quelque chose d'un peu plus cohérent. Je parle pour les mineurs, quand un mineur a été violé. Attention, viol avec pénétration, donc crime, parce que des attouchements sont seulement des délits, ce qui est quand même hallucinant. Mais voilà, donc on a le droit de caresser un enfant. Son sexe, ses fesses, c'est tout, ce n'est qu'un délit, voilà, aux yeux de la loi. Petite parenthèse. Donc le délai de prescription, évidemment, c'est un vrai compte à rebours, puisque à 48 ans aujourd'hui, on ne peut plus porter plainte pour un crime. Alors c'était 38 ans avant. Non, je pense qu'évidemment, il faudrait l'imprescriptibilité, vu que devrait être normal de pouvoir porter plainte contre un agresseur toute sa vie. D'autant plus, ce qui me fait marrer, encore une fois, je pointe du doigt, c'est vrai comme si c'était politique. Les politiques. Non mais, en fait, non, mais, oui, je sais. Non mais ce qui est assez sidérant, c'est que les politiques, en règle générale, je parle notamment du Conseil constitutionnel, Conseil d'État, qui sont à un bon niveau de conneries, qui disent très clairement, on protège les victimes de violences sexuelles, encore une fois, dans leur minorité, dans l'enfance, on protège les victimes de violences sexuelles, on ne veut pas leur donner de faux espoirs quant à un éventuel procès et une éventuelle condamnation de l'agresseur. Et là, je réponds, vous êtes sympa. Par essence, quand on a été violé dans l'enfance, en fait, on a décidé pour nous, déjà, de base. On n'avait pas forcément envie de ce qui nous est arrivé.
Donc là, on arrive à un âge adulte, on aimerait bien prendre la responsabilité de porter plainte ou pas, de le faire selon notre bon sens, notre besoin et notre humanité, et prendre le risque éventuel qu'il y ait, je ne sais pas, un non-lieu ou ce qu'on veut. En fait, aujourd'hui, on aimerait bien qu'on arrête de décider pour nous. Juste, on est adulte, on a été violé dans l'enfance, on est assez grand aujourd'hui pour décider de porter plainte et d'avoir un procès, d'aboutir à un procès ou pas. Mais c'est vrai que cette prescription est juste un manque de respect, encore une fois, envers les victimes, quoi. C'est sidérant. Et puis vous parlez d'autre chose aussi, vous aimeriez bien qu'il y ait un seuil pour le non-consentement. Alors dites-nous-en un peu plus. Oui, je trouve que les choses devraient être beaucoup plus claires. Aujourd'hui, c'est vrai que dans la loi de Marlène Schiappa, elle a rajouté un abus de vulnérabilité pour les moins de 15 ans. C'est-à-dire que, a priori, quand on a moins de 15 ans, on ne serait pas assez mature pour avoir des relations sexuelles avec un majeur, encore une fois. Donc on ne va pas tomber dans le truc hyper puritain. Les ados ont le droit d'avoir des relations sexuelles entre eux et peu importe. Enfin, je veux dire, on fait ce qu'on veut. Mais là, sur une relation non consentie avec un majeur, c'est vrai qu'il y a ce syndrome qu'on appelle l'emprise. On voit un majeur avec un enfant ou un jeune ado. En fait, ce jeune ado, cet enfant est complètement sidéré par l'emprise de l'autre, qui est plus grand, qui est plus puissant, qui est un adulte ou un jeune adulte. Donc évidemment, quand on a moins de 15 ans, il nous paraissait normal qu'il y ait une présomption de non-consentement, c'est-à-dire que pour une plainte qui serait déposée par l'enfant ou le jeune ado, que la charge de la preuve s'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un procès de cour d'assises, c'est à l'enfant ou à l'ado de prouver qu'il n'était pas consentant. C'est ça la réalité aujourd'hui des lois, hein. On arrive en procès et on dit alors, bon ok, vous aviez 9 ans, vous n'aviez pas dit non. Vous avez suivi la personne dans la salle de bain. Vous étiez un peu formé, vous savez, vous commenciez à avoir un peu de poitrine, ça peut porter à confusion. Ce pauvre homme ou cette pauvre femme ne pouvait pas savoir que vous étiez un mineur de moins de 15, 13 ans. Ou voilà. Donc on en est là aujourd'hui, il y a des avocats, ils nous le prouvent tous les jours, hein, qui sont super doués pour mettre la charge de la preuve sur la victime mineure. Et en plus, évidemment, c'est extrêmement impressionnant, un procès en cour d'assises ou même en correctionnel. Donc voilà, effectivement, on ne demande même pas l'irréfragabilité ou l'automaticité d'un crime en cas de moins de 15 ans. C'est dire, ok, juste, il y a toujours le libre arbitre des magistrats. Bon, déjà, pour avoir un libre arbitre des magistrats, il faudrait les former quand même à cette emprise, à cet état de sidération d'un enfant par rapport à un adulte. Mais au moins de dire, ok, ce n'est pas à l'enfant de prouver qu'il n'était pas consentant. Par essence, il n'est pas consentant. C'est à l'adulte de formuler pourquoi il s'est passé ça, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Évidemment, un enfant de 14 ans et demi qui a un rapport avec un jeune adulte de 18 ans, oui, ça envoie, voilà, on peut en parler, on peut voir, mais c'est vrai qu'on ne travaille pas pour l'exception à la base. C'est souvent ce que je leur dis aux politiques ou aux gens qui travaillent sur la législation. Je leur dis, mais on ne travaille pas pour l'exception. Y a des affaires incroyables où il y a des gens de 35 ans qui violent des enfants de 10 ans et on dit encore une fois, ouais, mais bon, vous savez, l'enfant n'a pas été quand même, n'a pas crié, ne s'est pas défendu, il ne l'a pas dit à ses parents ou quand c'est dans le cadre familial, il ne l'a pas dit à un autre adulte. Ben, on peut considérer qu'il avait la maturité pour avoir des relations sexuelles avec cet adulte. Enfin, c'est incroyable, quoi. Alexandre, vous vouliez réagir aussi ? Non, je voudrais juste réagir et puis faire prendre conscience du fléau dans nos pays. En France, on est quand même un pays moderne. Enfin, manifestement, etc. On ne parle pas de pays où là, effectivement, les violences sexuelles sont endémiques. On a vu tout à l'heure un texte sur l'Afrique. Nous, on commence à avoir des témoignages, je veux dire, où la parole, là, pour le coup, on ne parle même pas de libérer sa parole, hein, puisque c'est quasiment impossible, où les violences sexuelles sur les femmes et les enfants sont quasiment utilisées comme des armes de guerre. Bon, quand vous étiez de manière systématique, hein, enfin, ça a toujours été le cas. Mais si on prend un pays comme la France, il y a très peu de statistiques qui ont été faites en Europe, etc. Il y a une statistique sur laquelle on avait travaillé avec Andrea. On dit à peu près qu'en Europe, encore une fois, on est en Europe, hein, un enfant sur 5 a été victime d'agression sexuelle.
Ça veut dire un enfant sur 5, c'est vous êtes au milieu de la salle, autour de vous, donc devant, derrière, à vos côtés, il y a au moins une ou deux personnes, si ce n'est pas vous, qui a été dans son enfance agressée sexuellement. Et on peut quand même dire qu'en France, au XXIe siècle, c'est un vrai fléau de la société. On peut parler de tout, d'économie, etc. Mais quand même, la protection de l'enfant, c'est un sujet sur lequel il faut quand même se combattre. Parce que, alors effectivement, notre combat était dans l'Église où l'enfant est au cœur de tout, l'innocence, etc. Mais c'est dans la société. Si on n'est pas capable de se lever pour dire si au moins on ne peut pas protéger les enfants contre les prédateurs sexuels, moi je me dis on n'est pas véritablement un pays moderne et en tout cas on a peu d'espoir pour le futur. Donc il faut se lever, il faut alerter et mettre en place des solutions, même si elles sont drastiques, un âge de consentement dur pour protéger les enfants. Je pense que c'est un minimum que l'on doit faire actuellement parce qu'on a tellement de retard et c'est tellement dangereux pour la société. Parce que, je vais juste ajouter quelque chose, hein. Dans la salle, on est plus d'une centaine de personnes, ça veut dire qu'à peu près, il y a au moins 20 personnes qui ont été agressées sexuellement dans leur enfance. La plupart des gens que j'ai rencontrés sont des marginaux, c'est-à-dire qu'ils ne vivent plus. On n'a pas parlé de technicité, d'amnésie traumatique, les gens ne s'en souviennent plus et ils s'en souviennent à 30, 40, 50 ans, mais dans leur vie, en fait, ça agit et ça leur empêche de travailler. Effectivement, ils somatisent, ils ont des besoins, des suivis psychologiques qui ne sont même pas pris en compte, qui sont même pas pris en charge, et c'est des gens qui sont en marge de la société. Et ça, on doit pouvoir, en France, pouvoir agir et prendre en compte ce mal et qui est vraiment un vrai fléau. Alors, pour ce qui est de la souffrance liée à ce traumatisme qui s'exprime par des maladies, des problèmes psychologiques, un pas de côté de la société pour certains, ça amène une autre question qu'on n'a pas encore évoquée et qui est quand même sur toutes les lèvres en ce moment, qui est la question des indemnités. Les indemnités pour reconnaître la personne en tant que victime, mais aussi pour payer des frais de suivi psychologique, psychiatrique, des frais médicaux. C'est une question qui a été abordée notamment en ce qui concerne l'Église catholique de France. Alexandre, est-ce que vous vous battez pour cette question des indemnités ? Alors, effectivement, on se bat pour déjà la reconnaissance et les indemnités. Alors, en ce qui concerne l'Église catholique, c'est vrai qu'en France, ça n'a pas du tout été pris en compte et on se bat notamment pour certaines victimes qui ont vraiment besoin parce que aller une fois par semaine chez le psychologue pour quelqu'un qui n'est pas en mesure de travailler, effectivement, c'est compliqué. Mais on se bat aussi en mesure. Alors, c'est vrai que dans certains pays, notamment aux États-Unis, où les indemnités peuvent être très importantes, effectivement, on voit malheureusement que quand il y a une question d'argent, les choses bougent plus rapidement. On l'a vu en États-Unis, on l'a vu au Canada. Et quand il y a une prise de conscience que ça peut coûter cher, c'est terrible. Mais effectivement, il y a une action plus importante. En France, effectivement, ces indemnités ne sont pas là. Mais je pense avant tout, notamment dans les procès, qu'il faut que l'État prenne en charge et reconnaisse les victimes pour qu'elles soient notamment prises en charge par la sécurité sociale, prises en charge, puisqu'en fait, je pense que c'est vraiment le devoir de l'État de s'occuper de ces personnes, puisque finalement, d'une certaine manière, on a vu dans les lois, l'État n'a pas su protéger les enfants, et donc l'État doit pouvoir subvenir et s'en occuper, et s'occuper des conséquences et des sinistres futurs. Je voulais juste rajouter, je rejoins totalement ce que tu dis, Alexandre. Sur mon cas perso, j'ai porté plainte, on a eu ce procès en cour d'assises, l'agresseur est parti en prison, et je suis repartie comme ça. Et en fait, vu que j'avais une famille relativement inapte, je leur en veux pas, mais il y avait une réelle inaptitude par rapport à un suivi psychologique, une envie de dire attends, est-ce que tu serais bien que tu ailles mieux, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. En fait, je suis repartie comme ça. Voilà, hop, il est parti en prison, puis moi je suis repartie dans ma vie, complètement perdue, paumée, je ne savais pas quoi faire, je n'avais même pas l'idée d'aller chez un psy. Et personne ne m'a dit bon, alors mademoiselle Bescon, voilà ce qu'il faudrait faire là aujourd'hui. Je dis même pas, mais même au moins un fascicule qui dirait voilà, nous ce qu'on vous conseille, c'est d'aller voir un psychologue, un psychiatre, un thérapeute. On vous donne tel ou tel numéro, telles adresses, peut-être que rien, mais rien. Et c'est vrai que c'est ouf. Alors bien sûr, on demande beaucoup à l'institution, mais enfin, ouais. Et ces souffrances concernent aussi les personnes agressées en tant qu'adultes. Isabelle Attard, vous, sur ce suivi, cette aide des personnes victimes, quelle est votre expérience et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? C'est pareil, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose de fait
je dépasse le cadre politique, mais une agression sexuelle ou du harcèlement en entreprise, je sais pas, dans un hôpital, à l'université, etc. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Aujourd'hui, on est vraiment zéro. Et j'aimerais bien qu'on fasse une petite comparaison. Enfin, si on pouvait faire une comparaison avec d'autres pays d'Europe, je pense qu'il y a quand même d'autres pays qui savent y faire davantage. Et je pense aux pays scandinaves en particulier, ou même au Canada. Je ne suis pas sûre que tu aurais été laissé dans la nature comme ça, à la sortie d'un procès. Bon, bah c'est bon, il est condamné, démerdez-vous. Ça, j'y crois pas. C'est extrêmement grave, hein, parce que ça veut dire qu'en fait, on compte beaucoup sur les associations. Enfin, l'État se repose sur des assos dont elle coupe les subventions, enfin, ou dont elle réduit les subventions. C'est fabuleux. Hein, et alors, on doit se débrouiller finalement. En fait, ça revient à se débrouiller entre nous, globalement. Donc là, c'est Sandrine Rousseau qui a créé l'association Parler, et je suis très très heureuse qu'elle ait pu le faire. Mais Sandrine, elle fait ce qu'elle peut aussi, et elle se démène complètement pour essayer de parler, mais au-delà de parler, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a recueilli la parole, hein, parce que ça peut être super dangereux aussi, si c'est pas assuré avec un psychologue ou une psychologue, s'il n'y a pas le suivi juridique derrière, les conseils, etc. Donc déjà, il y a ce gros problème du système des Français, où tout repose finalement sur la bonne volonté d'associations qui ont intérêt à assurer d'ailleurs, parce qu'on compte uniquement sur elles. Et je voudrais revenir justement là-dessus, sur ce que disait Andrea tout à l'heure par rapport à la demande de l'imprescriptibilité. Ouais, c'est dur à dire, et puis de toute façon, tout le monde s'en fout, mais pas nous. J'en ai parlé avec justement une juge dans le cadre de l'affaire Baupin. Puisqu'il y avait une juge devant moi, je me suis dit, bah tiens, autant en profiter, je vais lui poser la question, je ne suis pas venue pour rien au tribunal. Enfin, comme ça, au moins, j'avais la sensation de ne pas être juste venue au tribunal pour me faire accuser de diffamation. Et elle me répond, effectivement, ça va être déjà que c'est difficile de recueillir des témoignages quand ça s'est passé il y a 15 ans ou 20 ans. Alors vous imaginez, trouver des témoins, entendre la parole au bout de 40 ans, ce sera extrêmement difficile, etc. Effectivement, déjà, c'est pas à elle ou c'est pas à l'institution juridique de le dire. Et j'avais plutôt l'impression que ça couvrait le manque de moyens de la justice. Parce que si on avait des moyens, si l'État donne des moyens à la justice, on aurait peut-être suffisamment de personnes qui seraient à même de mener des enquêtes et d'instruire ces dossiers-là. Et donc de me dire que c'est pas possible aujourd'hui, je m'interroge sur le fait que c'est pas possible parce qu'on n'a pas les moyens. Donc je ne vais pas l'accuser, elle, en tant que juge, par rapport à ce qu'elle me disait, pas du tout. Et je pense que c'était une fausse excuse, en fait, et qu'il faut chercher beaucoup plus loin, et politiquement parlant, les raisons de la non-action de la justice sur ces dossiers. Ouais, c'est effectivement désengorger les cours d'assises aussi. Donc quand il y a des plaintes pour des crimes, ils poussent pour que ce soit jugé en correctionnel. Donc très clairement, un viol devient un délit. Et tu vas en correctionnel et on dit « Ah mais non, mais c'est bien, parce que du coup, ton affaire, elle va être jugée plus vite. » Ouais. Alors qu'en fait, c'est un crime. Et ça devient un délit. Et donc l'agresseur a un peu de sursis ou une tape sur la main. Mais donc non, a priori, ouais, je te rejoins sur et les moyens et la prise de conscience, évidemment, mais désengorger les cours d'assises, c'est aussi un des facteurs de Alors là, on parle de la justice des hommes. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la justice de l'Église aussi. Peut-être que vous le savez, mais l'Église a une justice parallèle qui est donc la justice canonique. Il y a des tribunaux ecclésiastiques dans les diocèses et le pape peut lever la prescription sur certaines affaires, ce qui reste très exceptionnel, sans surprise. Alexandre, vous pouvez peut-être parler de ça, puisque vous avez été devant l'officialité, donc le tribunal ecclésiastique du diocèse de Lyon. Oui, alors les tribunaux ecclésiastiques, c'est vrai qu'il y a une loi. En fait, l'Église catholique a une loi canonique qui est au-dessus des lois, puisque c'est la loi de Dieu. Et il y a un espèce de mécanisme, un peu comme une juridiction classique, avec un juge, potentiellement des avocats, qui sont très durs à trouver. Nous, on a eu beaucoup de mal. Nous, on est en train de faire un procès canonique, parce que notre but, notamment au niveau de la justice civile, il est clair. Et au niveau de la justice canonique, c'est que notamment chez les prêtres qui sont des pédocriminels, c'est qu'ils ne soient plus prêtres pour une seule raison. Alors c'est parce que en fait, quand vous êtes prêtre, vous avez une emprise spirituelle très forte
et notamment quand les prêtres étaient déplacés, ils peuvent aller dans d'autres pays, ils sont prêtres et ils peuvent encore, par leurs paroles, par le pouvoir qu'ils ont, agir dans leur vice. Et donc, il y a une justice qui est faite, mais où vous risquez rien, parce qu'il n'y a pas de prison dans l'Église. Hein. Au pire, vous allez vous retrouver dans un monastère où on va s'occuper de vous jusqu'à la fin de votre vie. Hein. Il n'y a pas véritablement de sanctions. La pire des sanctions, c'est la remise à l'état laïque, mais manifestement, c'est très rare. Et ils préfèrent soi-disant les laisser en tant que prêtres la plupart du temps. Est-ce que vous avez demandé la levée de la prescription en ce qui concerne le père Prénat? La levée de la prescription a été faite par le pape, hein, ce qui est très rare, puisque normalement, la prescription, c'est la même que dans l'État français, notamment. Dans chaque État, il se cale sur la prescription. Et ce qui m'avait toujours étonné, c'est que, notamment dans l'Église, devant l'éternité, on arrivait à avoir des prescriptions assez courtes, alors qu'on nous parle d'éternité tout le temps. Ce qui me paraissait un peu bizarre. Quand j'avais écrit notamment au pape, j'en avais parlé, parce que je me suis dit c'était bizarre. Mais enfin bon, ce qui était très, très particulier, c'est que on parlait des amnésies, etc. Notamment dans une institution forte comme une institution religieuse. En fait, la prescription, c'est une méthode d'omerta et de défense, en fait, puisque c'est très facile de ne pas faire parler des victimes pendant plusieurs années, puisque vous avez encore cette emprise familiale, emprise effectivement autour de vous, et finalement, vous pouvez tranquillement aller jusqu'à la prescription pour être tranquille. Alors avant de vous passer la parole, j'aimerais aussi évoquer un point. Donc, il faut faire l'état des lieux aussi. Il y a la question des commissions qui sont en cours. Vous avez fait démarche pour qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire qui a été refusée à ce stade. Une commission d'information sénatoriale élargie à toute la société pour parler des lieux où il y a des mineurs est lancée. Et puis, l'Église catholique a annoncé son intention de créer une commission indépendante. On ne connaît pas encore leurs moyens ni ce qu'ils vont pouvoir faire. Mais il y a ce débat-là aussi de faire l'état des lieux avant de pouvoir avancer. Nous, c'était notre volonté. Hein. Alors, on se rend compte qu'être lanceur d'alerte, il faut quand même une énergie. J'ai assisté à un autre débat tout à l'heure sur le Mediator. On voit que c'est pas 2 jours, c'est des années et des années. Nous, ça fait pratiquement 4-5 ans qu'on y est, et c'est une énergie tous les jours. Et c'est vrai que ces commissions, ça va permettre... on avait demandé une commission sénatoriale, notamment pour l'Église, mais on voulait élargir, parce que les violences sexuelles, on n'a aucune statistique, comme personne n'en parle, c'est un peu quand même un sujet tabou, et qu'à un moment, il faudra faire des statistiques. En Australie, notamment, il y a une commission royale qui a fait une enquête pendant 5 ans sur l'ensemble des institutions qui sont liées à des enfants. Donc c'était pas forcément l'Église, c'était l'ensemble des institutions. Et là, au bout de 5 ans, ils ont effectivement mis en place des statistiques. C'est là où les scandales de pédophilie aussi dans l'Église sont arrivés, mais pas que, hein, dans de nombreuses religions et dans d'autres institutions. Et je pense qu'il faudrait mettre en place des moyens pour au moins avoir des statistiques et des repères par rapport à ce fléau. Et pour l'instant, en fait, en France, aucun moyen ne sont dégagés pour cette problématique. Isabelle Attard, sur cette question des commissions, notamment au niveau de l'État. Je ne suis pas persuadée que ce soit une commission supplémentaire, parce que souvent, au niveau politique, une commission, c'est une façon d'étouffer plus vite les affaires. Donc, je pense plutôt... Dans l'Église aussi. Ouais, bon, d'accord. Tant pis. En fait, je crois qu'il faut juste... Quand on dit que les violences faites aux femmes, par exemple, hein, là on est dans le cas des enfants également, mais lorsque un président de la République, quel qu'il soit, dit que les violences faites aux femmes, c'est une priorité, qu'il l'assume jusqu'au bout. Par exemple, ça serait déjà bien, ça serait déjà le début, quoi. Et ne pas faire semblant d'aider et de couper les subventions, ou de comprendre qu'il y a une inflation. Il y a la VFT a suspendu son standard téléphonique parce qu'il ne pouvait plus faire face aux appels, parce qu'il y avait trop d'appels. À ce moment-là, logiquement, on aurait dû avoir Marlène Schiappa qui déboule et qui dit « je vais vous donner plus d'argent pour que vous puissiez embaucher plus de monde ». Voilà, juste d'un point de vue extrêmement logique et pragmatique, même sans y mettre beaucoup de côté émotionnel. C'est le contraire qui se passe. Donc,
Au-delà de la commission, je pense que c'est est-ce qu'on est capable de mettre des moyens quand on affirme des priorités ou est-ce qu'on est capable de mettre des moyens quand on se dit un pays moderne. C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser et ensuite exiger des personnes pour qui on a voté ou pas, exiger de respecter des paroles, des paroles aussi fortes que celles-là. Voilà. Andrea Bescon, un dernier mot sur cette histoire. Je suis totalement d'accord avec mes collègues, je les rejoins en tout point. Dans ce cas, on va vous passer la parole. Une question déjà à droite. On va changer le micro. Je vais prendre le sans fil. Et je vous donne celui-ci. Ah, super. Non, ça va. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais parler de ce qui se passe actuellement avec Internet vis-à-vis de potentielles violences envers les enfants. J'en ai pas été victime, mais on voit de plus en plus ces phénomènes-là se répandre sur tous les réseaux sociaux. Snapchat, TikTok est vraiment quelque chose de très particulier vis-à-vis de la pédophilie notamment en fait, parce que beaucoup d'enfants aujourd'hui sont exposés aux webcams qui sont juste devant eux sur leur ordinateur et s'exposent sur Internet et ne savent pas ce qu'ils font en fait. Et il y a énormément de pédophiles qui vont venir même leur parler et leur laisser des commentaires, leur disant qu'elles sont sexy alors qu'elles ont 8-9 ans et qu'elles font juste de la gym innocemment devant une webcam en fait. Et donc aujourd'hui il y a des acteurs qui dénoncent ça, comme des chaînes YouTube, Le Roi des Rats, je vous invite à aller voir ça. Oui. Le Roi des Rats. Oui. Qui a débunké des réseaux de pédophilie à travers YouTube et des applications comme celle-ci. Voilà, je pense que c'était utile pour tout le monde de savoir que c'est un phénomène de grande ampleur aujourd'hui et qu'il faut vraiment en prendre compte. Parce que sinon, ça va aller en s'accélérant. Voilà, merci. Merci pour cette sensibilisation. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités? Une prise de parole? Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Alors, moi j'ai une foule de questions, mais alors j'en posais une ou deux. C'est vrai que je pense qu'il faut quand même faire attention aussi à ce qu'on n'ait pas... Enfin, dénoncer la pédophilie, c'est nécessaire. Je comprends d'ailleurs les obstacles auxquels vous avez été confrontés, ça j'imagine bien. Je pense que... en ce qui me concerne, j'ai eu les mêmes problèmes. Alors, je suis adulte. Mais c'est vrai que concernant l'homophobie, bon ça j'ai été victime d'homophobie, je peux vous dire qu'il faut s'accrocher, hein, parce que alors, les gens ont l'air de s'en foutre complètement. Voilà. C'est vrai que la police elle est pas à la hauteur. Et là j'ai une question pour qui voudra la prendre, mais alors on dit qu'il faut former les policiers à mieux écouter les violences sexuelles, et peu importe qu'elles soient en direction d'enfants, d'adolescents, d'adultes, parce que la violence c'est une violence. On m'a menacé de viol, la police elle s'en fout complètement. C'est pas tout à fait normal. Mais je pense que est-ce qu'il faut les former ou alors est-ce qu'il faut les sanctionner? Parce que voilà, est-ce qu'on doit vous former à ne pas considérer que les homosexuels c'est pas des êtres inférieurs, que violer une personne c'est inadmissible? Voilà, c'est une question. Après, peut-être une question, mais pour monsieur, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, attention, c'est un truc qui peut me mettre mal à l'aise, c'est que il ne faut pas non plus qu'on accuse les gens sans preuve et qu'après ça se répande comme une traînée de poudre, telle ou telle personne, enfin voilà, qu'est-ce que vous préconisez éventuellement, voilà, sans être dans le déni toutefois, parce que bien évidemment qu'il y a des affaires qu'on essaie d'étouffer, j'imagine bien le pouvoir de l'Église, mais quel est votre sentiment sur ce point? Sur les réseaux sociaux, nous on a toujours fait très très attention, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait partir des accusations, on a toujours laissé les victimes, effectivement, tout notre travail c'était de faire rencontrer des victimes entre elles pour aller voir. Généralement, le mode opératoire c'était effectivement, elles allaient voir la police, elles pouvaient porter plainte, et où on les mettait en contact avec des journalistes qui eux-mêmes enquêtaient
et qui sortaient effectivement des enquêtes. Quand je parlais de l'importance des réseaux sociaux tout à l'heure, c'était notamment dans notre histoire où on a pu retrouver, alors je ne sais plus si ça existe encore, mais les copains d'avant, etc. Quand nous on a pu retrouver d'anciens scouts et on a pu les contacter. Je ne parlais pas du tout des problématiques de dénonciation qui peuvent être effectivement. Par contre, nous par exemple, on a été attaqués très violemment sur les réseaux sociaux, effectivement par des trolls, des groupuscules. Et là, on voit l'impact que ça peut avoir sur, enfin c'est des faux comptes en tout cas qui partent en boucle, et ça a eu un impact très fort sur nous et sur nos vies parce qu'effectivement on a été menacés par de nombreuses fois, et on a toujours essayé d'avoir une distanciation par rapport à ça. Après, vous parliez de la formation. Je crois qu'il faut d'abord commencer par éduquer les gens, les informer, les sensibiliser, que ce soit pour les violences sexuelles en tout, hein, enfants. Oui, la police, c'est pas les gens, je suis d'accord avec vous. Alors, la police est censée sanctionner, en tout cas enquêter. Sanctionner non, parce que c'est pas eux eux, ils n'ont pas le pouvoir législatif finalement. Mais en tout cas, eux, ils sont dans l'obligation d'enquêter, de déposer. Mais c'est en ce sens où je parle de formation. Je pense que, en fait, il faut les responsabiliser sur l'écoute, mais en même temps, dans toute la formation qu'ils font de terrain, il n'y a pas une heure de formation qui est destinée à écouter la personne qui vient porter plainte pour des violences sexuelles, quelles qu'elles soient. Hein. Et ça, c'est quand même déjà très grave, parce qu'après, il y a aussi l'humain qui rentre en compte et tout, et le libre arbitre de chacun. Mais c'est vrai que je vous rejoins, pour l'instant, on est au 4e dessous, c'est certain. Moi, je considère même que le fait d'être maltraité par les mots, lorsqu'on porte plainte ou qu'on parle à quelqu'un de ce qui vient de nous arriver, c'est une deuxième violence en fait, c'est une deuxième couche, c'est au-delà du non-respect de ce qui de sa personne et du non-respect de ce qu'on vient de vivre ou de ce qu'on a vécu. C'est presque humiliant ou dégradant de façon supplémentaire, et donc je vois pas pourquoi on pourrait pas effectivement sanctionner des personnes qui nous parlent avec mépris, nous déconsidèrent, ou nous finalement nous dit qu'on l'a bien mérité, etc., etc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, effectivement, je vois pas pourquoi ces personnes-là ne seraient pas sanctionnées. Donc, mais encore faut-il que leur hiérarchie soit consciente aussi. Déjà, on n'arrive même pas à sanctionner les agresseurs. Mais je pense qu'il y a les deux qui vont ensemble. Hein. On ne peut pas juste laisser dire n'importe quoi par les personnes qui sont censées nous protéger, quoi. Du coup, en fait, moi, je voulais vous répondre, Madame Attard, quand vous demandiez si les gendarmes... vous demandiez s'il y avait une formation qui était faite, etc. En fait, moi, j'ai une amie qui a porté plainte pour viol cet été. Et du coup, elle a pu porter plainte sur Internet, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Une bonne chose parce que du coup, elle n'a pas eu à raconter son histoire face à des étrangers. Mais une mauvaise chose parce que du coup, elle n'a pas été... les policiers, du coup, et les gendarmes n'ont plus à être formés. Et du coup, ils n'ont pas à apprendre, en fait, ce que sont les violences sexuelles et à tout simplement écouter les victimes, quoi. Donc c'est un peu à double tranchant. Oui, bonjour à tous et merci pour vos témoignages. En fait, je me posais la question de savoir si vous étiez en contact avec des enfants qui parlent, parce que là, on parle beaucoup d'enfants devenus adultes. Vous avez tous déposé plainte une fois devenus adultes. Mais il y a des enfants qui osent parler, qui sont extrêmement courageux quand on pense que déjà adultes, on a du mal à parler. Quand je vois des enfants qui parlent avec leurs mots et qui sont reçus au commissariat par le mec qui prend une plainte pour un vol de poule, mais je suis hallucinée. Et je suis dans une association, donc je suis en contact justement avec des enfants. Et le but, c'est leur donner des avocats pour qu'ils puissent avoir confiance en nous voyant des adultes, parce que justement, ils n'ont pas pu se défendre une fois. Donc l'avocat est très important pour qu'ils puissent se défendre à ce moment-là, qu'ils puissent être entendus, parler.
Mais alors, les procédures judiciaires, c'est-à-dire l'enfant n'est pas cru. Donc aujourd'hui, vous parlez en tant qu'adulte de la prescription. Comment? L'adulte n'est pas cru non plus dans les violences sexuelles. Mais dire à un enfant, tu mens, dire à un enfant, à cause de l'affaire Outreau notamment, qui a complètement discrédité la parole de l'enfant, or les enfants Outreau avaient été reconnus victimes, donc ça je dis pour les personnes, si elles n'étaient pas au courant, ils avaient été reconnus victimes. Vous allez aujourd'hui au tribunal, pas au tribunal, brigade des mineurs, est puni de 5 ans d'emprisonnement toute allégation mensongère. C'est-à-dire qu'en fait, dans les tribunaux, dans la justice, même ceux qui recueillent la parole de l'enfant, qui ne sont pas du tout formés, ils ont déjà à l'esprit que l'enfant peut mentir. Donc aujourd'hui, on a des enfants, et en fait, je me disais que ce serait bien d'en parler aussi, de parler de tous ces enfants qui aujourd'hui parlent, ont ce courage, et qui ne sont pas entendus, auquel même on dit, mais c'est ta maman qui t'a dit de dire syndrome d'aliénation parentale. Mais en fait, franchement, la France, c'est le Moyen-Âge au niveau du recueil de la parole de l'enfant, de la protection de l'enfant. Et je me disais que peut-être, c'est pour ça déjà, je voudrais savoir si vous êtes en contact avec des enfants qui parlent, et est-ce que vous accompagnez le parent protégé, enfin accompagner non, mais peut-être ce serait bien aussi d'en parler aussi, parce qu'on allonge la prescription pour ceux qui n'ont pas pu parler quand ils étaient adultes, mais quid des enfants qui parlent et qui, eux, revoient leur agresseur dehors, sans compter les décisions. De toute façon, les dysfonctionnements à tous les niveaux, hein. Les décisions, l'écoute, les services, mais voilà. Donc, je voulais savoir si vous aviez une action aussi, ne serait-ce que dans votre prise de parole, par rapport à ces enfants aujourd'hui qui parlent. Voilà. C'est pour ça qu'il faut parler de l'âge de non-consentement. Présomption de non-consentement, c'est absolument nécessaire pour protéger ces enfants-là. Maintenant, même le juge Durand, qui est un juge pour enfants qui est relativement sensé, et vraiment une belle personne, dit lui-même, oui, on a un vrai problème avec la parole de l'enfant en France. On la contre d'emblée, c'est-à-dire qu'un enfant vient en cour d'assises, il y a les juges qui vont le voir et qui disent, bon, tu es sûr de ce que tu vas dire, hein? Tu es sûr? Très bien. Parce que tu sais tout ce que tu dis. Ça va être enregistré et beaucoup d'adultes vont t'écouter, hein. Donc c'est comme ça qu'on parle à des enfants aujourd'hui qui dénoncent des crimes sexuels. Donc c'est vrai que étant déjà manipulé par un agresseur sous emprise ou en état de sidération, on le fragilise encore plus. Alors maintenant, ils sont quand même en train de développer les salles Mélanie. Mélanie, mais ils sont pas très bien formés. Ouais, Mélanie, parce que par exemple, encore. enfin je ne vais pas rentrer dans le débat, mais ça va être l'agresseur qui va accompagner l'enfant devant la salle Mélanie. Donc l'enfant va parler. Vous dites. Et puis, par exemple, oui, quand c'est familial. Et puis voilà, l'agresseur attend dehors pendant que l'enfant lui est interrogé. Donc c'est pas du tout mis au point. Mais en fait, ma question, c'est est-ce qu'on ne peut pas mettre justement le combat pour l'imprescriptibilité ou le rallongement comment dire, des possibilités de délai de prescription avec le fait que l'enfant soit entendu maintenant, parce que évidemment, voilà, c'est le but. Oui, non, mais dans la parole. Si toutes ces choses-là sont faites, c'est pour que l'enfant soit mieux écouté, mais Ouais. c'est aussi un vrai pas à faire au niveau de la société civile, hein, parce que, excuse-moi, hein, je t'empêche de parler 2 secondes, mais quand on voit déjà, pour des conneries déjà, ton enfant tombe, tu dis putain, mais pourquoi t'es monté sur cette chaise, je te l'avais dit, t'es chiant. Enfin, je veux dire, on a tellement cet ancrage de l'enfant doit obéir, l'enfant doit rien dire, l'enfant ne doit pas être chiant, l'enfant. Et donc à chaque fois on dit t'es sûr? Est-ce que t'es sûr? C'est ouf. Et on a quand même, il y a tout ça, ce rapport à la bienveillance dans l'éducation aussi, et de comment on écoute notre enfant et qu'on l'entende. Faut l'entendre. Ça y est, j'arrête. Non, mais moi je voulais juste rajouter quelque chose. Il y a différents types d'enfants. Nous, on parle, effectivement, c'est un métier de parler des enfants. Hein. C'est pas nous, victimes, de conseiller les enfants, etc. Nous, on peut. Mais il y a des enfants qui peuvent parler, et puis il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas parler. Et ce qui est important, nous, on a fait une émission il n'y a pas longtemps avec Andrea, où il y avait une maman qui parlait d'un enfant victime. Et il s'est confié à son frère. Et son frère l'a pris en charge et lui a dit il faut qu'on en parle à maman, etc. Et donc il faut que l'enfant trouve quand même une personne à qui parler
bienveillante et aimante, et ça c'est parfois compliqué, surtout quand c'est intrafamilial, et donc souvent c'est le hasard, c'est-à-dire qu'il faut des héros qui puissent prendre la parole pour la victime qui ne peuvent pas parler. Après juste, moi par exemple je vois à Lyon, il y a une cellule de gendarmerie pour l'enfance, avec des gendarmes qui sont extrêmement bien formés, moi j'ai travaillé avec eux, avec des protocoles, il y a quand même des endroits où il y a une humanité, c'est pas... Non mais je vois ce qu'ils ont fait et je vois comment ils travaillent à Lyon, et les gendarmes effectivement, c'est assez incroyable le protocole qu'ils ont mis en place. Pour rebondir juste là-dessus, une fois que toutes les enquêtes sont sorties concernant l'église il y a 2 ans, notamment le cache investigation auquel on a collaboré, nous on avait même reçu des messages de policiers ou gendarmes qui nous disaient merci de sortir ces affaires, grâce à vous aujourd'hui on a eu tant de personnes qui sont venues témoigner. Donc voilà, certains prennent le taureau par les cornes aussi, et pourvu qu'ils soient mieux formés à l'avenir, effectivement. Isabelle, vous vouliez dire quelque chose ? Non, je voulais dire aussi qu'il y a quelques jours, il y a les jeunes femmes espagnoles qui sont sorties dans la rue pour aussi dénoncer le sexisme en tout genre. Et ces jeunes femmes qui manifestaient, elles manifestaient pour des cours d'éducation sexuelle absolument partout, à tous les niveaux. Et je pense que ça aussi, ça fait partie de ce qui devrait être nos combats, puisque tout à l'heure je parlais du vocabulaire. Il faut que des jeunes sachent de quoi ils ont été victimes aussi, et qu'ils puissent mettre des mots sur leurs mots, et qu'ils puissent avoir les armes pour trouver le courage justement d'aller parler. Et ça passe aussi, je crois, à la fois par la formation des adultes qui recueillent la parole de tous, hein, le combat pour que le recueil de la parole se fasse de la manière la plus bienveillante et la plus professionnelle possible, c'est pour adultes et pour enfants. Mais je pense qu'au départ, tout passe, évidemment, on en revient toujours au problème d'éducation. Et si on n'avait pas supprimé des cours d'éducation sexuelle, si on les remettait finalement à l'école primaire, dès l'école primaire, avec un vocabulaire adapté, évidemment, à chaque âge, ce serait une aide. Enfin, ça résoudra pas tout, ça n'empêchera pas les agresseurs. Mais peut-être mais qu'un enfant informé, c'est déjà quelqu'un qui sera un peu moins susceptible de se laisser faire. Enfin, voilà, c'est ce que j'imagine. Peut-être que je me trompe, peut-être que vous allez me dire que je me trompe, mais voilà, c'est ce que j'espère en tout cas. Alexandre, vous vouliez dire quelque chose ? Non, juste, oui, peut-être rajouter quelque chose. C'est vrai que malheureusement, les agressions sexuelles, c'est une normalité. Et ce qui est vrai, hein, je veux dire, c'est pas une normalité, une banalité. C'est vraiment la banalité du mal. Alors pour les enfants, c'est un autre débat, mais dans les termes employés, on parle d'abus sexuels, par exemple. Je sais qu'on se bat pas mal avec Andrea et certaines associations parce qu'un abus, oui, un abus d'alcool, je veux bien. Un abus sexuel, et donc on essaye de dire, non, il faut parler de violence sexuelle. C'est vrai que dans les termes, on parle de caresse. Si on pouvait parler de masturbation, ça serait plus violent. On parle d'entre adultes. On a toujours un vocabulaire qui minimise. Là, je ne parle pas pour les enfants où il faut avoir un vocabulaire adapté, etc. Mais même pour les adultes, en fait, on a un vocabulaire qui, à chaque fois, sous-estime les actes de violence. La délinquance sexuelle, ouais, vous avez raison, c'est hallucinant. Voilà, donc il y a déjà tout sur effectivement dans les termes utilisés, il faudrait quand même changer ça parce que dans cette banalité et je pense que déjà on fera un pas. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, hein, qu'il y a toujours une minimisation constante, une échelle. Après, pour parler par rapport aux enfants, d'éduquer les enfants, les former, savoir que leur corps leur appartient. Maintenant, il ne faut pas leur faire porter la responsabilité des choses. Attention, hein, c'est pas... Mais enfin, je t'avais pourtant dit que ton corps t'appartenait. Pourquoi tu as laissé le monsieur ou la dame te violer ? Oui, non. Sauf que voilà, c'est à l'adulte d'être responsable et d'être éduqué en fonction, mais ne pas faire porter la responsabilité à l'enfant, c'est ça. Il y a une question au fond. Bonsoir. En fait, j'ai pas de question, mais je voulais vous dire merci pour toutes vos actions parce que en fait, je suis très touchée par notamment le spectacle qu'avait fait Andrea Bescon avec Éric Métayer. Je l'avais vu 2 fois et j'avais vraiment trouvé que d'un côté, vous arriviez à rendre ça léger, drôle, même si il y a des choses qui sont vraiment très lourdes à porter. On rit, on pleure. Et j'ai vu votre film aujourd'hui et franchement, j'ai été très touchée. Et j'ai ri aussi, beaucoup quand même. Donc c'est bien aussi de dire que malgré tout, avec une certaine forme de résilience, vous arrivez quand même à en parler de façon positive. Et j'étais aussi très touchée par la réaction de vos parents dans le film. Hein. Alors, je ne sais pas quelle est la réalité, mais aussi bien le père que la mère, on voit comme c'est compliqué en fait. Et toutes les conséquences, tout ce que vous bouleversez en fait en amenant ce témoignage.
et votre révélation. Et j'ai trouvé le père et la mère, bon, ils sont très bien joués évidemment par Clovis Cornillac et Karine Viard, mais c'est touchant parce que c'est pas ce qu'on attend. Au départ, on se dit non, ils vont la défendre à fond. Et en fait, finalement, le papa, oui. Et on voit combien c'est douloureux aussi de ne pas pouvoir demander pardon. Enfin, je trouve que là-dessus, il y a un très beau témoignage de votre part. Donc merci beaucoup parce que c'est vraiment un très 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 beau film. Merci. Merci à vous. J'ai vu une autre question au fond, si vous pouvez passer le micro. Bonsoir. Moi, je suis un petit peu émue parce que quand j'entends tout ça depuis tout à l'heure, c'est sûr que ça remue beaucoup de choses. Je voudrais vous dire merci aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui effectivement mettent ce crime en lumière. C'en est un parce que ça tue des vies. Il y a des gens qui s'en remettent jamais. Et je pense, en fait, vraiment pour résumer, je pense qu'il y a 3 mots. C'est tabou, il y a du déni et on est complètement impuissant. Donc, merci justement pour ce que vous faites. J'espère que la société, enfin nous tous ici, les institutions aussi vont prendre conscience de ce que c'est. Moi, je me mets un peu à leur place. Pour eux, c'est de la science-fiction parce que c'est tellement violent d'entendre ça. Nous, on l'a vécu, c'est violent, mais eux, à l'entendre, c'est tellement violent qu'il y a un déni. Ils comprennent pas et ils veulent pas savoir. Donc c'est une réaction humaine, mais qu'il faut traiter avec bienveillance, avec douceur et fermeté aussi. Avec patience et détermination. Je pense qu'on y arrivera. Voilà. J'espère. Vous savez, j'ai juste une anecdote, mais notre film il est sorti mercredi. Donc voilà, ça fait 3 jours qu'il est en salle, bientôt 4 jours. Bon, on regarde évidemment comment c'est reçu. Bon, il y a plein de gens, il y a vraiment de grands témoignages d'amour, c'est fantastique, mais il y a quand même aussi des gens qu'on croise, on leur dit, on les motive, on dit allez voir le film, ils disent ah non, ça va, je vais pleurer. Donc j'ai pas envie de pleurer. On dit c'est un film familial. On dit je vais pas emmener mes enfants voir un film sur les violences sexuelles sur mineurs. Et j'ai dit si justement, parce que justement ça les concerne. Et c'est le meilleur moyen d'entamer le dialogue. D'autant plus qu'on a fait un film exprès qui d'ailleurs ça ne nous intéressait pas de filmer des viols. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Ce qui était important, c'est de filmer justement la manipulation, l'emprise, tout ça, et de dire, voilà comment ça se passe. Ça peut se passer en 3 minutes, un viol. C'est comme ça, avec des gens qu'on adore. C'est ça, le viol. C'est aussi simple que ça, et aussi dramatique que ça. Donc justement, amenez vos enfants, allez-y en famille, justement pour ouvrir les yeux sur ce fléau, quoi. Parce que comme vous dites, nous, oui, on sait... Ça nous est arrivé, donc on peut en parler de manière très naturelle. Mais les gens qui n'ont pas vécu ça, ou les gens qui sont en plein déni, parce qu'il y en a un paquet qui ne le savent même pas, mais qui ont été violés, ils disent ouais, non, parce que j'ai pas envie de souffrir. Et en même temps, non, parce que c'est fou. Parce que comme vous le souligniez tout à l'heure, dans le film, on parle de la bombe à déflagration que ça provoque dans une famille. En fait, à partir du moment où quelqu'un a été violé, un enfant ou un adulte, évidemment, c'est la merde. De toute façon, c'est la merde. Ça ne peut qu'aller mal. Ça ne peut que briser une famille. C'est très dur. La majorité des familles se tirent dans les pattes et du coup, la personne qui en a été victime de ces violences sexuelles, elle est bannie pour la plupart du temps. C'est-à-dire à 90% des cas, c'est sidérant. Donc il ne faut pas que ça arrive. Donc pour pas que ça arrive, il faut se réveiller. Et il faut qu'on en parle. Il faut qu'on arrête d'être complice de manière passive. Il ne faut pas qu'on se dise « Ah non, ce gamin, il ne m'appartient pas. Il y a des problèmes, mais c'est pas grave, je tourne le dos, c'est pas le mien. » C'est pas possible. Ce n'est plus possible de réagir comme ça, quoi. Merci pour votre témoignage. Je crois que... La passivité, le déni, le tabou, l'impuissance, je pense qu'on est tous là pour lutter contre ça. Est-ce que ça fait écho chez d'autres personnes qui voudraient prendre la parole? Il nous reste un peu moins de 10 minutes, je crois, si vous voulez réagir. Madame ? Donc merci d'une part. Et quand vous avez dit, quand on est informé, moi j'étais agressée, mais on va dire pas beaucoup, parce que justement j'étais informée en théorie. Je connaissais la théorie. Agressée, pas beaucoup. Non, pas beaucoup, ça veut dire la main dans le pyjama. Et là j'ai dit, oh ça va pas, il y a un problème. Et puis j'avais aussi un autre avantage, je pense que c'est important. C'est que j'avais déjà vu beaucoup d'adultes à poil qui sortaient de la douche, etc.
Mais en érection, non. Et je savais qu'en érection, ça avait un rapport avec autre chose. Et que donc, il y avait un bug. Et d'autre part, dans ma famille, il y avait eu des viols. Ma grand-mère a été violée quand elle était petite par son père qui avait été rendu dingue par la guerre. Et ça fait des dégâts, comme vous dites, en déflagration, etc. Et je pense que c'est pour ça qu'après, un de mes oncles a essayé de faire un peu la même chose avec moi. Et le fait d'être informé, le fait que dans la famille, c'était tabou pour mes parents, la sexualité, mais en même temps, ils nous donnaient les livres, quand même. Ça leur permettait de... Voilà. Et puis, il y avait une autre chose, et un psy m'a dit que ça, c'était très important, c'est que ça arrive quand les enfants ont l'habitude d'autres abus de pouvoir. N'importe quel abus de pouvoir à un autre niveau. Dans ma famille, il y avait des abus de pouvoir, mais il y avait des engueulades sur les abus de pouvoir. Et donc, je savais qu'on n'était pas obligé d'être d'accord quand il y avait un abus de pouvoir. Après, grâce à Dieu, j'en sais rien, je crois pas en Dieu, mais bon, moi, j'ai un caractère qui a fait que j'ai dit à mon oncle que j'allais lui péter la gueule, mais en plus poli. Et il a dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Mais bon, j'ai la petite sœur de mon amie d'enfance qui, elle, a été violée par un ami, grand ami de la copine de classe chez qui elle était allée dormir. Ça l'a complètement ravagée. Maintenant, elle a 45 ans. Enfin, bon. La famille n'est pas vraiment dans le déni, mais pas mal, mais c'est très lourd. Et la grosse différence, c'est qu'effectivement, chez elle, il y avait des abus de pouvoir. Pas des abus de pouvoir méchants, parce que c'était une famille gentille, mais avec... L'enfant devait obéir. Voilà. Ouais. Et vraiment, j'ai vu la différence et ça m'a bien bouleversée qu'elle soit dans cet état-là, quoi. Merci d'avoir voulu témoigner. C'est vrai que les abus de pouvoir, l'emprise, c'est un mot qui revient souvent dans les témoignages des enfants, mais aussi des adultes qui peuvent tomber sous emprise d'une autre personne. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Parce que c'est vrai que c'est des choses que vous avez vues au quotidien dans ces affaires. Non, mais sur l'emprise, je crois que c'est lié. Nous, on a eu notamment même des religieuses, effectivement, qui étaient abusées. Effectivement, elles étaient à la fois sous emprise spirituelle et sous emprise sexuelle, mais c'était vraiment... Et donc, c'était complètement lié parce que, de toute manière, dans toute violence sexuelle, qu'il soit sur un adulte ou sur un enfant, il y a une notion de pouvoir. Hein. C'est un pouvoir qui est exercé sur l'autre. Et donc, il y a exactement les mêmes mécanismes. Ouais, je voudrais dire aussi que il y a souvent une inversion coupable-victime et que dans notre cas, on a été accusé de complot contre l'agresseur et que c'est souvent le cas. S'il y a plusieurs personnes qui dénoncent un agresseur, c'est forcément un complot contre lui. Et du coup, cette inversion est dramatique. Ouais, non, c'est moche parce que, c'est comme une double couche, c'est comme une double peine. C'est comme quand je disais tout à l'heure que quand vous allez dénoncer au commissariat, on va vous dire que on va mal vous parler ou mal vous considérer, etc. Donc ça, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire et ça m'énerve parce que la situation est renversée. La situation était renversée et c'était par rapport à ce que vous disiez sur la notion de pouvoir. En fait, nous, on nous a accusés de complot. Et pour se défendre, alors je vais faire gaffe aux mots que j'emploie, parce que là encore, c'est pas fini. Vous avez dit, mais vous étiez suffisamment forte, donc c'est pas possible que vous ayez été harcelée. Enfin, en gros, c'est ça, parce que du coup, c'est un mode de défense par rapport utilisé par les avocats des agresseurs, de dire mais vous voyez bien, monsieur le juge ou madame le juge, que cette personne raconte des histoires, vous voyez bien comme elle est forte, comme elle sait se défendre. Donc c'est pas possible finalement que mon client l'ait agressé. Et c'est ce qui s'est passé dans notre cas. Parce que en fait la situation de pouvoir dont vous parlez, l'abus de pouvoir, il peut être à plein de niveaux différents. Et dans mon cas très personnel, j'étais qu'une petite députée débutante de bas d'échelle face à quelqu'un qui se retrouve être adjoint à la mairie de Paris, vice-président de l'Assemblée, un ponte du parti depuis des années alors que moi personne ne me connaît. Voilà, je suis militante de base et puis j'ai été élue, point. Et donc face à ça,
il y a forcément une situation de dominant-dominé. Enfin, je veux dire, vous devez forcément dénoncer un moment, enfin, vous subissez le fait que cette personne, elle a énormément de pouvoir au sein de l'institution politique. Qui dit pouvoir dit relation, hein, énormément de pouvoir, énormément de relations, défendu par des gens très connus, qui continuent aujourd'hui à le défendre. Et où vous retrouvez-vous, finalement, une situation de petite crotte, hein, j'appelle ça comme ça, à ne pas être cru. Mais il y a, je ne sais pas si je suis comprise, je ne sais pas si je suis claire, si, ça va. Mais dans la défense de l'agresseur, il va trouver une astuce pour dire, vous voyez qu'elle est forte, elle sait contre-attaquer contre Manuel Valls ou Bernard Cazeneuve, donc forcément, je ne peux pas l'avoir agressée, je ne peux pas l'avoir harcelée. C'est assez tordu, hein, c'est vraiment tordu, mais ce que vous disiez d'abus de pouvoir et d'emprise existe à tous les niveaux, et je parlais de députés, enfin d'élus avec leurs collaboratrices, etc. Il y a toujours hein, cette position-là. C'est encore une fois une prise de conscience sur les mécanismes des violences sexuelles, que ce soit sur les enfants ou les adultes. C'est l'état de sidération, c'est ce rapport ce rapport hiérarchique comme ça, de quelqu'un qui va manipuler une personne qui lui paraît en dessous, et qui va du coup, et la personne, la victime va d'un seul coup, même si elle a un fort caractère, même si elle est charismatique, même si elle a une grande gueule, être totalement entrée dans un truc totalement mutique, parce que c'est tellement impressionnant. Je veux dire, il y a une espèce de être violé par quelqu'un, être agressé par quelqu'un sexuellement, ça nous rapproche de la mort. Il y a une espèce de chose comme ça dans le cerveau qui nous saisit, et du coup on ne peut plus rien dire. Il y a quelque chose de tellement impressionnant, on ne peut plus rien dire. N'importe quelle éducation on a reçue, il y a quelque chose de très complexe à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'il faut que tout le monde connaisse ces mécanismes-là. Et après, je reviens à ce que vous disiez par rapport à l'éducation, et je crois qu'effectivement, des familles... Alors, je parle par exemple là, sur des violences hors famille, donc qui ne sont pas des incestes. L'éducation bienveillante, ne pas obliger un enfant constamment à obéir, ne pas le taper, ne pas taper un enfant, ça paraît, on se dit, bah non, oui, on tape un enfant, bah en fait, si, ça arrive encore vachement souvent, le nombre de fois où je fais mes courses et j'entends des gens au supermarché qui disent, t'arrêtes, sinon je t'en mets une, je me dis, mais c'est pas croyable qu'on en soit encore là. Donc un enfant qui est tapé constamment, mais c'est un enfant qui va avoir peur d'être puni, c'est un enfant qui ne va pas oser aller voir son père ou sa mère pour dire bah voilà ce qui m'est arrivé, un enfant qu'on accuse tout le temps de mentir, on dit ah tu me saoules, tu mens, tais-toi, c'est terrible. Donc ça, et après dans les familles d'inceste, ce qui est dingue, c'est que généralement c'est quasiment toute la fratrie qui passe, alors soit les garçons, soit les filles ou les deux. Et en fait, il faut qu'il y en ait un, et c'est terrible de basculer ça, mais il faut qu'il y en ait un qui ait le courage de casser le fil, une espèce de mécanisme comme ça du rapport incestueux dans une famille. Dire, ok, moi je vais en parler parce que ça va casser cette espèce de logique qui se passe de génération en génération comme ça.